Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme à notre habitude, nous allons nous interroger. RDC, visite annoncée de Macron pour quels enjeux géopolitiques nous nous interrogeons. RDC, visite annoncée de Macron pour quels enjeux géopolitiques nous nous interrogeons ce matin encore. Eh bien, mesdames, messieurs, la secrétaire d'État Chrysoula Zacharopoulou a attendu à Kinshasa avant la visite d'Emmanuel Macron. Eh bien, la secrétaire d'État française chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux est attendue mi-décembre à Kinshasa, notamment pour préparer les contours de la visite d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. En rappel, Emmanuel Macron a évoqué la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo au sommet des grandes économies du G20 sur l'île indonésienne de Bali. Le président français a présenté une sorte de plan de sortie de crise sur la situation à l'est de la RDC et des tensions avec le Rwanda. Comme vous le savez, en septembre dernier, j'ai réuni les présidents Kagame et Tshisekedi en marge de l'Assemblée générale. Pour ce sujet, j'ai parlé à l'un et à l'autre. Ces derniers jours, j'ai également parlé au président Ruto. Je remercie ce dernier pour sa mobilisation et son engagement, avait-il d'ailleurs déclaré. Il a également présenté ce qui semble être sa feuille de route. Il déclare, je cite, « Il y a un chemin possible engageant la région sur la base du processus de Nairobi que nous soutenons. Ce que nous sommes en train de faire, c'est en lien étroit avec les Nations Unies et sous l'égide de cette dernière pour permettre le déploiement d'une force régionale à grande composante à court terme kenyane. Plusieurs puissances de la région ont aussi marqué leur disponibilité pour stabiliser plusieurs villes et en particulier la ville de Bunagana et quelques autres et permettre ainsi un retrait des forces en présence, le M23. Et surtout pour engager un processus politique qui doit être la priorité dans le traitement de ces tensions. Pour parvenir à cet objectif, le dirigeant français nous fait savoir qu'il compte sur la bonne foi des deux présidents palestiniens rwandais et surtout congolais. Je sais pouvoir compter sur l'engagement du président Kagame et du président Tshisekedi en cette période. Je vais remercier ici aussi le président Ruto pour sa mobilisation politique et l'engagement de ses forces et la France continuera d'être aux côtés de ces initiatives. Entre-temps, mesdames, messieurs, sur le terrain, les violences se sont concentrées ces derniers jours à Kibumba, alors que Uhuru Kenyatta, le facilitateur pour l'EAC du processus de Nairobi sur la paix et stabilité dans l'est de la RDC, et envoyé pour la paix de l'Union africaine, effectuer une visite officielle à Goma. Une question qui brûle toutes les lèvres. Que vient faire Emmanuel Macron en RDC? D'ailleurs, à ce sujet, la classe politique congolaise est aujourd'hui divisée. Qui envoie Emmanuel Macron et pour quelle fin? En tout cas, nous nous interrogeons. RD Congo, visite annoncée de Macron, pour quels enjeux géopolitiques? C'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Yamin Timba ce matin. Il est notre invité pour répondre justement à nos questions. Docteur Yamin Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Très heureux de vous avoir. Hein. J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, ça va très bien. On est chez nous, il fait beau temps. Ça va. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Commençons donc à parler justement de la RD Congo. Là-bas, jusqu'à preuve de contraire, on entend toujours des bruits. On va le dire comme ça, des fusils, des rafales et tout ce qui va avec. Pourtant, Emmanuel Macron, président français, déclare haut et fort qu'il ira dans ce pays dans les jours à venir. Une visite annoncée qui ne fait pas plaisir à la classe politique congolaise. Parce que la question que tout le monde se pose, en quoi ça le concerne? Et je n'ai jamais entendu autant de condescendance dans le discours d'un chef d'État étranger parlant d'autres chefs d'État de cette façon-là. Il fallait bien que tout le monde le sache. Hein. C'est d'une condescendance qui n'est pas seulement agaçante, mais qui est agressive. Vous avez l'impression que le président français est en train de parler à un préfet chez lui. Je crois pouvoir compter. Même les formules choisies ne sont pas des formules diplomatiques, sont des formules d'instruction administrative. Tout le monde sait très bien pourquoi il s'embrouille comme il s'embrouille là. Parce que c'est de la même manière qu'il s'est embrouillé en Ukraine
Et c'est de la même manière qu'il s'embrouille dans le Congo là et l'Afrique, et qu'il pousse, et c'est ça peut-être que beaucoup de gens ne voient pas, il pousse le processus vers l'Afrique de l'Est, alors que c'est un processus qui est un processus interne à la CEAC, c'est-à-dire à l'Afrique centrale. Et tout le monde est en train de pousser vers le Kenya parce que ça permet de fragiliser l'Afrique centrale. Tout ce ramdam français autour de ce conflit qu'ils ont d'ailleurs entretenu depuis toujours et qu'ils ont même inspiré du fait de leur présence en Afrique, parce qu'ils n'auraient pas été là, il n'y aurait certainement jamais eu ce conflit-là, c'est en fait que, d'une part, il faut trouver la parade à toutes ces matières premières qui sortaient illégalement de RDC et qui ont nourri les industries occidentales, leur donnant une compétitivité indue, qui n'est tout simplement pas celle qu'elles auraient dû avoir si toutes ces matières premières étaient achetées normalement. Il faut continuer à spolier l'Afrique de ses revenus. Si l'Afrique a exporté le tiers des matières premières l'année dernière, ça aurait dû être plus parce qu'une très grande partie n'est tout simplement comptabilisée par personne et que ça sort en contrebande. Et l'essentiel, 90% au moins des matières premières de cette zone de l'Est de la RDC est vendu en contrebande et pourtant ça pourrait représenter au minimum, l'équivalent de 4 à 5 fois le PIB de la CEMAC, le PIB de toute la CEAC, pas de la CEMAC, le PIB de toute la CEAC. Or, le PIB de toute la CEAC, c'est 571 milliards de dollars. Tout ce qui sort de l'Est du Congo, là, c'est au minimum 1500 à 2000 milliards de dollars chaque année, d'après certaines estimations. Il faudrait peut-être aller confirmer tout ça sur le terrain, mais comment on confirme des choses qui sortent en contrebande? Comment on confirme, comment on dénie tout ça? Vous ne pouvez pas. Donc les experts qui disent que c'est à peu près dans ces proportions-là ont certainement raison. Et lorsqu'on parle de 1500 milliards de dollars, on est en train de parler de quelque chose qui est plus gros que le PIB de la Malaisie, que le PIB, qui est pratiquement le PIB de l'Espagne. C'est presque le PIB de l'Espagne. Quand on parle de 2500 milliards de dollars, on a pratiquement le PIB de l'Italie, qui sort en contrebande, sans que personne ne sache qui sort, comment on sort, où. Enfin, tout le monde sait qui sort, comment on sort, mais personne ne sait quand ça sort et quelles sont les filières qui récupèrent pour alimenter l'industrie internationale. Donc, il y a un autre problème, c'est que Macron s'agite, s'embrouille, tempête, va à gauche, à droite, tout en restant particulièrement condescendant, ce qui a l'air très agaçant, mais c'est très agressif de sa part aussi, parce que je ne sais pas comment les chefs d'État reçoivent ces messages qui sont des instructions à ces sous-préfets, mais des chefs d'État africains, compte tenu de ce qu'on en pense individuellement, devraient réagir à ça et le rappeler un peu à l'ordre en lui disant « mais on ne parle pas comme ça à un chef d'État ». On peut avoir un État qui est tout petit ou qui est plus grand ou qui est, je ne sais pas, de quelle taille ou de quelle puissance. Vous ne vous adressez pas à un chef d'État n'importe comment, de façon aussi agressive, de façon aussi condescendante. Et pire, vous vous adressez à des peuples de façon aussi condescendante. On sait que le problème, l'un des problèmes de fond qu'ils ont, c'est la disparition programmée du franc CFA en Afrique centrale, la CEMAC, dont l'UMAC, l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Parce que la fusion annoncée entre la CEAC et la CEMAC va mécaniquement faire disparaître le franc CFA. Et en faisant disparaître le franc CFA, ça va faire disparaître toute la capacité de nuisance de la France en Afrique centrale. Grâce au franc CFA, elle se pourvoit en matière première gratuitement ici. Elle ne paye rien. Elle retient 50% de nos réserves de change dans un compte d'opération, 15% dans un compte de nivellement, plus des frais, des taxes qu'elle crée tous les jours, personne ne comprend d'où ça sort, et ça monte parfois jusqu'à 85% certaines années. Et la raison pour laquelle là, on va vous créer de nouveaux billets, parce qu'on a engagé un front qui déstabilise en fait les projets de l'Afrique centrale, et on va dire aux gens, oui, mais on vous donnera un nouveau billet, alors que pendant plus de 5 ans, vous en souvenez, M. Ngoz, on s'est plaint de la rareté des pièces. Oui. Tous les commerçants se sont plaints de la rareté des pièces, et ça a perturbé sérieusement, profondément l'économie des pays de la CEMAC. Et donc, on met une sorte de badigeonnage là, on dit, oui, on va vous créer de nouveaux billets, et on commence à dire, ça va peut-être aller mieux. Alors qu'en fait, on a ouvert un front sur lequel on est en train d'attaquer de manière systémique
l'organisation et la mise en place de l'État d'Afrique centrale qui se profile à l'horizon avec une monnaie unique qui est déjà annoncée comme une étape rapide en attendant le processus politique. Donc, et voilà les raisons pour lesquelles il s'embrouille. Et du coup, vous voyez qu'on va pousser le Rwanda et la RDC à vouloir faire régler ces problèmes par l'Afrique de l'Est, qui est une autre communauté, le COMESA, alors que ces deux-là sont d'abord membres de la CEAC. Et quand bien même on le ferait, on laisserait même que le Kenya s'en occupe. C'est un pays africain, c'est normal que le Kenya s'en occupe. Qu'est-ce qu'on fait? La solution que l'on trouve est une solution très européenne qui est totalement inefficace. Mais la MONUSCO Oui. est là-bas depuis combien de temps? Plus de 20 ans. Quels sont leurs effectifs? Plus de 20 000 soldats. Ils ne sont même pas là-bas depuis plus de 20 ans seulement. Ils sont là depuis 1960, ces gens-là. Il y a juste eu une petite période intermédiaire et ils sont revenus sous le nom de MONUSCO, c'est-à-dire sous un autre nom. Donc, en fait, ce qu'ils défendent, c'est la capacité. Évidemment, ce sera un contingent majoritairement kenyan. Et ce qu'ils vont défendre, qui va fournir ce contingent. Il faut des armes, il faut des équipements, il faut même simplement les habiller, il faut qu'ils mangent. Encore une fois, en fait, ils défendent, ils trouvent des débouchés pour leurs industries, au détriment des Africains, et ils ne feront jamais rien. La MINUSMA a arrêté la guerre au Mali. Non. La MINUSCA a arrêté quelque chose en RCA. Du tout. La MONUSI, je sais pas, MINUSI, je crois que c'est en Côte d'Ivoire. La seule chose qu'elle a pu faire, son fait d'armes, c'est que ça a failli diviser la Côte d'Ivoire en deux. Ce qu'ils avaient un autre truc au Soudan. Le fait d'armes, c'est que ça a divisé le Soudan en deux. Et vous savez que leur projet, c'est d'éclater la RDC en au moins 3, 4, 5 et peut-être 10 républiques. Comme ça, ils ont des petits territoires bénins. Ils ont des petits territoires bénins. En Afrique, il y a des États qui s'appellent le Bénin. Bénin est tout petit. Comme ça, ils contrôlent tout. Donc, voilà la vraie situation. Voilà les vraies raisons pour lesquelles ils s'agitent. Mais il est tellement en train de s'agiter, il oublie que quelqu'un d'autre s'agitait comme ça il y a 30 ans et a provoqué un génocide au Rwanda. Il y en a d'ailleurs un autre. Il y a un autre qui est en cours et il est le plus grand génocide du 20e, 21e siècle à ce jour. Le génocide dans l'Est du Congo, plus de 20 millions de personnes. Sans compter celui qu'ils ont vécu à la fin du 19e, fin du 19e, début du 20e siècle. C'est 25 millions de personnes qui sont mortes justement à l'est de la République démocratique. Non, mais ça ne l'intéresse pas. On n'en parle jamais. Mais ça ne l'intéresse pas. Oh, la MONUSCO, ils sont là. Ils font quoi? En fait, on n'en parle pas parce que ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'il y a dans le... Pourtant, ce sont eux qui ont posé tout cela. Oui, mais le problème, c'est que tant que les Africains ne veulent pas s'asseoir comme des adultes pour régler les problèmes, ce sera toujours comme ça. Vous comprenez que nous sommes tellement agacés que nous avons demandé qu'il y ait un mouvement d'élus panafricanistes de 2023 à 2028 avec objectif qu'ils soient 10 000, qui prennent le contrôle politique du continent, parce qu'à ce moment-là, on va interroger des questions comme celle-là, où les 25 millions de personnes, qui les a tués? Comment? Pourquoi? Qui en a bénéficié? Et de l'autre côté, ces questions qui sont des questions qui préparent à une éventuelle réconciliation et à la paix d'une façon claire, vont permettre, en établissant les responsabilités, de savoir mieux organiser le futur de l'Afrique et le futur des relations entre les Africains et des pays aussi mal intentionnés que la France. Oui. Parce qu'on est quand même dans une situation assez incroyable où nous avons des problèmes de fond qui ne sont pas adressés. Et dans tous les cas, c'est à la CEAC de faire le travail. Je crois que nous devons prendre le leadership, l'initiative sur cette question-là et aller régler ces problèmes. Le dernier point pour lequel vous voyez le président français s'agiter, c'est parce que tant qu'il y a une guerre entre la RDC et le Rwanda, eh bien, ça leur permet d'affaiblir le président Touadéra. Ces questions géopolitiques, ces considérations-là, il faut vraiment les avoir en esprit. Le Rwanda est aujourd'hui l'une des composantes les plus importantes de la pacification du pays en RCA. Or, si il est pris dans un conflit avec la RDC, il va être obligé de rappeler ces quelques milliers de soldats qui sont en RCA. En les rappelant, ça fragilise en attendant que la RCA puisse disposer définitivement d'une force
de sa force, de la force militaire qu'elle est en train de construire. Ça va donc déstabiliser la RCA et fragiliser probablement le processus de pacification, de prise de contrôle du pays qui a lieu en ce moment. Donc, vous voyez que la France ne s'agite pas pour rien. Elle s'agite parce que, d'une pierre, elle fait plusieurs coups à la fois. Elle crée des problèmes en RCA, alors que la RCA est en train d'arranger ses problèmes. Elle crée des problèmes à la CEAC, qui va absorber la CEMAC. Elle crée des problèmes aux pays de la CEMAC qui sont en train de se défaire du franc CFA. Elle crée des problèmes à la RDC qui essaye de se battre pour se reconstruire. Elle crée des problèmes au Rwanda, là maintenant sous une pression telle qu'il aura toujours besoin du bloc occidental. Et au point de l'amener à se demander, faut-il ou pas accepter ou occuper totalement et de façon définitive sa place dans la CEAC ou basculer vers la COMESA. Donc, en fait, vous voyez que c'est une situation assez étrange où les considérations géopolitiques qui priment ou qui annoncent ou qui justifient son fameux voyage annoncé sont ceux-là. Mais restez un peu à l'intérieur du Congo. Vous savez qu'il y a de nouvelles matières premières découvertes au Congo ces derniers temps. Vous avez aujourd'hui des pierres qui ont un effet piézoélectrique. Donc des pierres qui, en fait, quand vous les rapprochez, produisent de l'électricité, des étincelles. Tous ces nouveaux matériaux, évidemment, c'est que la France court dans l'espoir de pouvoir les contrôler, dans l'espoir de pouvoir être là. Et n'oubliez pas que la première chose, et c'est un projet français qui est bien connu, la première chose qui a été faite par la France quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'est une école de guerre, pas une université, pas une usine agroalimentaire, pas un hôpital, une école de guerre. Parce que son objectif clair est de prendre le contrôle de la RDC, d'autant plus que la Belgique a abandonné, ne peut pas continuer et que les Américains tiennent absolument que la RDC reste sous leur giron. Le problème, c'est aussi, et enfin, l'autre élément, c'est l'élargissement possible des BRICS. Nigeria. Les BRICS vont avoir un État qui est juste à côté, qui jouxte l'Afrique centrale. Les BRICS ont créé la capitale, un de leurs points, un de leurs sièges régionaux en RCA. Et un certain nombre de pays ou un certain nombre de leaders ou de mouvements sociaux ou d'hommes d'affaires ou de politiciens trouvent qu'il est bon de s'allier à ces BRICS-là. Et en RDC, on trouve de plus en plus de voix qui vont dans ce sens, compte tenu de la qualité, du volume des échanges avec l'Afrique du Sud, qui est quand même l'un de leurs partenaires économiques les plus importants. Et donc, la question devient, il faut tout faire, un peu comme on est dans les années 50, le containment, il faut contenir l'avancée des BRICS dans cette zone-là et éviter surtout pas que la RDC, à un moment ou à un autre, se tourne et les regarde. Parce que l'installation du siège des BRICS en Afrique centrale à Bangui signifie clairement que la CEMAC a donné son accord. Les pays de la CEMAC ont donné leur accord, au moins les plus importants. Et cela veut dire, dans le même temps, que la RDC pourrait être influencée dans les perspectives de son développement politique dans les années à venir. Finalement, est-ce que la République démocratique du Congo est un gros gâteau qui a besoin de beaucoup de convives, ou alors l'Occident a besoin de se dire c'est un gros gâteau, il faudrait que nous nous accaparions de cela? Ce n'est pas un gros gâteau, c'est plutôt un gâteau abandonné. Un gâteau dont les propriétaires n'ont pas clairement, dont les propriétaires n'ont pas la pleine maîtrise. C'est ça la RDC. Et la RDC est tellement importante qu'elle n'est pas l'affaire de seuls Congolais. Et c'est peut-être ça qui fait que Macron, ayant compris que ceux qui sont censés entourer et soutenir les Congolais, c'est-à-dire les Africains, d'Afrique centrale d'abord et les autres Africains, comme ils ne font pas ce qu'ils font, eh bien, et comme ils n'arrivent pas à avoir la main sur ce gâteau-là, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement, les autres, ils plongent dessus et essaient d'en tirer avantage.
la CEAC doit se lever pour s'assurer de l'intégrité territoriale de la RDC et de ce que le conflit avec le Rwanda s'achève très rapidement, parce que ce conflit-là n'est pas de nature à faciliter les processus en cours, comme la fusion CEMAC-CEAC, comme la création d'une monnaie. Et vous voyez toute la contradiction qu'il peut y avoir dans le fait que le président rwandais veut être le porteur de la ZLECAf, mais qu'en même temps, il soit en conflit avec un autre pays. Ça n'a aucun sens. On ne crée pas une zone de libre-échange continentale avec des conflits entre des États. Ça veut dire que le commerce ne peut pas fonctionner, et si le commerce ne marche pas, eh bien, nous n'aurons pas les capacités d'investissement et de satisfaction des besoins de nos peuples comme on le souhaiterait. Pourtant, c'est un silence assourdissant venant justement de la CEAC qui ne parle pas justement de ce problème du côté de la RD Congo. C'est pour cette raison que je vous ai dit que clairement, la RDC n'est pas le problème des seuls Congolais, ça nous concerne tous dans la CEAC. Et il est important qu'un certain leadership, et là, le cas de cette émission en est un exemple, qu'il y ait un leadership de cette zone qui puisse rappeler les responsabilités historiques, géopolitiques de tous à chacun. Et ces responsabilités, c'est qu'aujourd'hui, normalement, la CEMAC aurait dû se lever. Et là, ça permet de parler d'une chose que nous rappelons depuis un certain nombre d'années, mais qui ne se fait pas. Et vous voyez donc qu'un président dépassé par les événements dans son propre pays et sur son continent peut venir gesticuler sur quelque chose qui est à côté de nous et qu'on aurait pu résoudre. Depuis un certain temps, depuis quelques années, nous parlons de la création d'une armée, d'une force de réaction rapide qui interviendrait dans le cadre de ce genre de conflit, dans les cas où on parlait de terrorisme ou des choses comme ça, ou des mercenariats, etc. C'est pas qu'on va créer une nouvelle armée comme eux ils font là. Ils vont créer une armée, on envoie... Non, c'est pas ça. On crée un état-major qui n'est pas très grand, une centaine de soldats, 200 maximum, détachés de ces différents États. Et ces gens-là gèrent essentiellement le renseignement. Et ils gèrent les risques, ce qui fait qu'ils élaborent des plans. Dans le cas où il y a telle chose, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas où il y a telle chose, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, les États créent des forces d'attente qui peuvent être mises à disposition, qui peuvent être mobilisées à tout moment, immédiatement. Ils doivent être mobilisés sans délai, dès que l'état-major fait appel à eux. Ça peut être 1000, 2000, 3000, 5000 soldats en fonction des pays, ce qui permettrait... Ça marcherait si nous avons... Pourtant, il y a quelques années aujourd'hui où l'Union africaine, avec justement ses pairs, avait décidé de créer une armée entièrement et totalement africaine et dont le siège devait se trouver justement ici même à Douala au Cameroun. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça ne s'est pas fait. Deux choses. Une telle force comme celle dont nous parlons doit être créée, disons ces gens, je finis, ces gens devaient être mobilisés immédiatement pour aller régler ce genre de problème. Si vous mettez 20 000 ou 30 000 soldats africains mobilisés parce qu'un conflit s'est déclaré, vous pouvez rapidement régler le problème. On a vu l'armée du Cameroun stabiliser Bangui et une bien d'autres pays. Voilà, donc ça peut se faire. Mais cela n'est efficace que dans le cadre d'un processus d'intégration qui devrait aboutir à la création d'un État unique. Si nous avons un État de l'Afrique centrale, 7 millions de kilomètres carrés, autour de 300 millions d'habitants, 7,5% des exportations mondiales de matières premières, ce qui devrait faire des revenus d'autour de 7 500 milliards, 5 500 milliards de dollars, à peu près le PIB du Japon, même si on ne voit pas ça et que les gens racontent que nous avons 571 milliards de dollars de PIB seulement, eh bien, c'est une entité qui est extrêmement importante. Et donc, dans le processus de construction de tout cela, qui peut prendre 1, 2 ans ou peut-être 5 ou 10, on peut déjà tester ce type d'institutions qui sont des institutions communes, qui vont être des institutions de cet État de cette façon-là. En fait, un tel processus permet de considérer que les camps militaires des différents États sont simplement les camps militaires sur un territoire qui est le nôtre et qui est commun. Et à ce moment, ça n'arrive pas. Et un tel processus ouvertement lancé gèle ou va inhiber le type de conflit qu'on a en RDC parce que, croyez-moi, le simple fait que vous ayez un État de 300 millions d'habitants qui se crée en Afrique centrale, les gens qui pillent, qui organisent la contrebande à l'est de la RDC vont arrêter de faire cela. Parce que le président même d'un tel État, qu'il le veuille ou pas, il va être sérieux. Observez les pays dans le monde. Tous les pays qui ont au moins 100 millions d'habitants, leur président, en tout cas la plupart,
ont tendance à être sérieux. Dès que ça atteint le cap de 150-200 millions d'habitants, c'est des pays qui ont une telle conscience de leur puissance que leurs présidents ont du mal à être des relais des intérêts occidentaux ou les relais d'intérêts d'autres pays, d'autres États. Pourquoi? Parce que vous ne gérez pas des États bénins de 30 millions d'habitants, de 20 millions d'habitants, de 5 millions d'habitants, de 1 million d'habitants, comme vous gérez les États de 150-200 millions d'habitants. Ce sont des États qui ont en eux-mêmes représentent des intérêts intrinsèquement puissants qui sont de telle sorte que c'est de la force pure, de la puissance pure qui s'oppose à d'autres puissances pures. Et c'est pour ça que vous allez voir que des pays comme l'Indonésie, personne ne leur fait la leçon. Personne ne fait la morale à l'Indonésie. Macron, le président Macron ne peut pas se lever et aller parler au président indonésien comme il parle là au président Tshisekedi, au président Kagame. Mais il leur parle avec une condescendance, comme si c'était des sous-préfets de chez lui. En fait, il utilise le langage administratif, il n'utilise même pas le langage politique, encore moins le langage diplomatique quand il s'adresse à eux ou quand il parle d'eux. Parce que vous ne représentez pas grand-chose. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la constitution d'une telle force peut se faire, mais elle doit être dans une perspective, dans un processus d'intégration et de consolidation de l'unité politique de l'Afrique centrale. Avant de sortir de cet entretien, je vous poserai donc la question, qui a donné le quitus à Macron de parler au nom de l'Afrique ou de défendre d'ailleurs les pays africains? C'est le silence des Africains. Quand vous ne parlez pas, eh bien les autres prennent la parole à votre place. Parce que les Africains n'ont rien dit. Parce que les Africains ne parlent pas. Parce que chacun est dans sa petite tour d'ivoire, ayant peur qu'il se passe quelque chose et ne disant rien du tout. C'est le silence des Africains. Il ne s'agit pas de venir justifier après en disant non, on avait des échanges secrets. Non. Messieurs, vous ne pouvez pas. Vous avez 300 millions de personnes qui vous regardent et vous ne pouvez pas ne pas dire quelque chose. Vous ne pouvez pas ne pas dire quelque chose. Nos chefs d'État ne peuvent pas ne pas dire quelque chose. Et on ne voit pas de réunion. On ne voit pas. Ils ont l'art de savoir se convoquer entre eux quand ils jugent qu'il y a des crises. Là, on a une crise majeure. On ne les voit pas se convoquer. On ne les voit pas s'asseoir, discuter, parler au peuple. Mais je dis encore, c'est parce qu'ils ne savent plus, ou ils ne savent pas, ou ils n'ont jamais su le faire. Voilà pour quelle raison le mouvement 10 000 élus panafricanistes doit prendre ses responsabilités. De 2023 à 2028, avoir 10 000 élus panafricanistes, prendre le contrôle politique du continent, appliquer les principes du panafricanisme, appliquer les principes qui sont fondés sur notre parcours historique et sur nos valeurs et sur notre mode de vie, et nous assurer que de cette façon-là, nous restaurons la place qui est la nôtre dans le concert des nations en créant des espaces viables. Les États qui parlent fort au niveau international aujourd'hui, c'est des États qui ont des millions de kilomètres carrés de superficie, qui ont des centaines de millions d'habitants et qui sont conscients de leur puissance et de la puissance pure qui est représentée par le simple fait de leur existence. Lorsque vous regardez un pays comme le Brésil, qui que vous soyez, vous faites quand même très attention parce qu'ils ont 8,5 millions de kilomètres carrés, mais surtout ils ont 200 millions d'habitants. Vous ne vous adressez pas à un État qui a 200 millions d'habitants comme vous vous adressez à tous les autres. Vous ne parlez pas au Pakistan n'importe comment. Vous ne parlez pas à l'Indonésie n'importe comment. Vous ne parlez pas à la Russie n'importe comment. Quand les États-Unis viennent s'asseoir avec 360 millions d'habitants et qu'en face, il y a le président de l'État d'Afrique centrale qui a 300 millions d'habitants, le président américain fait un peu attention. Il ne parle pas n'importe comment et le président français ne prend pas la parole devant un tel chef d'État. Le président français peut se permettre de prendre la parole devant un tel chef d'État parce qu'il estime qu'il n'y a rien. Mais si vous avez un tel État, le président français ne lui parle pas. Pas du tout. Il n'ose même pas ouvrir sa bouche. Et un tel État qui instaure sa propre monnaie, il vend ses matières premières dans sa monnaie et qui va avoir 7 500 milliards de dollars, l'équivalent de 7 500 milliards de dollars en revenus d'exportation de matières premières, mais là, il ne parle pas avec la France. Parce que seulement ces revenus d'exportation sont au niveau du PIB du Japon. Sauf que le Japon est un pays plus puissant que la France. Le PIB du Japon, c'est 2,5 fois celui de la France. Donc, un tel chef d'État, potentiellement, va faire 15 000 milliards de PIB
c'est presque le double, c'est presque le même PIB que toute l'Union européenne. Il parle avec la France comment? Il ne parle pas avec la France. Il estime que c'est un petit pays. Mais quand il se retrouve là, les petits pays éclatés auxquels on vole les matières premières comme on veut et qui n'ont pas la capacité de parler quand l'un de leurs est attaqué ou quand on déstabilise leur région. Vous avez vu tous les coups que je vous ai énumérés au début, que Macron réussit avec un seul... il fait d'une pierre plusieurs coups comme ça. Mais c'est parce que les gens sont de petits pays et qu'ils ne veulent pas se lancer définitivement et rapidement dans l'intégration pour créer un seul État, au moins un État d'Afrique centrale, qui soit suffisamment viable pour être de la puissance pure qui va s'opposer à de la puissance pure au niveau international et arrêter les velléités de ce genre de petits pays et se mettre au niveau qui est réellement le leur. Aujourd'hui, avec 7 millions de kilomètres carrés, 300 millions d'habitants, les seuls, vous voyez que ça réduit le nombre d'interlocuteurs sérieux que nous aurons dans le monde. Il y aura la Chine, il y aura les États-Unis, il y aura l'Inde, il y aura la Russie, il y aura le Brésil. Quand vous avez fini, il y a encore qui? Personne. Il y aura peut-être la CEDEAO que nous espérons va se constituer, le COMESA, la SADC et peut-être le Maghreb. C'est tout. En dehors de ça, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs. Mais quand vous avez des petits pays qui sont là, mais la France pense qu'elle a un terrain conquis et elle interprète dans notre silence, qu'elle impose d'ailleurs à certains parmi ses chefs d'État, comme le droit qui lui est donné de se mêler de tout et de pouvoir déstabiliser la région qui fait beaucoup d'efforts pour recréer la paix, la prospérité et une vie normale. Merci à vous, Dr. Un petit mot d'avoir été de nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.